Bonjour tout le monde, on va continuer le résumé en 20 questions et on arrive à la troisième vidéo et la dernière vidéo et exactement la question 14. Rappeler les différents états de la matière et transformation. Alors, donc vous savez que la matière principalement se trouve sous forme de trois états, solide, liquide et gaz. Parfois, on parle de quatrième état de la matière, c'est plasma, c'est un gaz ionisé, mais dans la thermodynamique, on s'intéresse que aux trois états principaux, solide, liquide, gaz. Ah, exactement, on s'intéresse à un corps pur. Donc, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Alors, je commence par la transformation la plus simple, solide vers liquide. C'est ce qu'on appelle la fusion. Par exemple, la fusion de la glace. Et le sens contraire, c'est ce qu'on appelle la solidification. Pour la transformation liquide-gaz, on parle de vaporisation. Et le sens contraire, c'est liquéfaction. C'est-à-dire, si on chauffe l'eau, par exemple, ça va donner un gaz. Si on met quelque chose devant la vapeur froid, par exemple, on va voir la transformation de gaz vers liquide, c'est liquéfaction. Mais on peut passer directement de l'état solide directement vers l'état gazeux dans le cas où, par exemple, il y a des conditions bien déterminées ou bien des systèmes bien déterminés. C'est ce qu'on appelle la transformation solide-gaz, c'est ce qu'on appelle la sublimation. Et le sens contraire, c'est condensation. On agite condensation solide pour distinguer entre la condensation solide et la condensation liquide. Alors, ce qu'il reste, c'est par exemple si on prend la fusion de la glace par exemple. 1 kg de la glace, pour transformer de l'état solide à l'état liquide à la température 0 degré C, donc ça nécessite une énergie appelée la chaleur latente de fusion, ou bien l'enthalpie, la variation de l'enthalpie massique de fusion. Elle est positive parce qu'il faut donner de l'énergie à la glace pour aller de l'état solide à l'état liquide. Si vous voulez la chaleur latente pour aller de l'autre sens, c'est-à-dire solidification, il suffit d'ajouter un signe moins. Autre chose, c'est-à-dire si l'entropie, au cours du changement d'état, la température reste constante. Donc T, c'est température de changement d'état, c'est une constante. Et si vous voulez la variation de l'entropie massique, vous savez que l'entropie sur la masse, c'est l'entropie massique. L'enthalpie sur la masse, ça va donner l'enthalpie massique. La variation de l'entropie massique de l'état 1 à l'état 2 à la température de changement d'état T, c'est delta H 1,2 sur T, ou bien la chaleur latente de changement d'état sur T. Donc, ça concernant les différents états et la transformation d'un état vers un autre. Je passe à la question numéro 15, ou exactement le diagramme de phase. Lorsqu'on dit le diagramme de phase, c'est quoi? C'est une représentation dans le plan P en fonction de T. Et qu'est-ce qu'on représente? On divise ce plan à des zones. C'est ce qu'on appelle la zone d'existence de solide, par exemple, la zone d'existence de liquide et la zone d'existence d'un gaz. Bien sûr, d'un corps pur. On ne s'intéresse qu'avec les changements d'état d'un corps pur, d'un changement de phase. Alors, ce diagramme donne les frontières entre les différents états. Alors, les points les plus importants, s'il y a le point triple, il y a T, vous pouvez ajouter R pour distinguer entre T et TR. Et il y a le point C, c'est le point critique. Alors, pour le point triple, c'est un point commun entre les trois états ou les trois zones. Solide, liquide et gaz. Donc, dans ce point triple, on dit qu'il y a coexistence des trois phases à la fois. On dit qu'il s'agit d'un point triple. Les trois phases à la fois en même temps. Donc, il y a un équilibre entre les trois phases. Si on prend par exemple un point ici entre solide et liquide, on dit qu'il y a un système déphasé qui contient à la fois la phase solide et la phase liquide.
Alors, pour mieux comprendre, je commence à partir d'un point où on va aller horizontal. Par exemple, je commence à partir de ce point A, par exemple. Et on va aller dans ce sens, par l'augmentation de température. Toujours solide, augmentation de la température. Lorsqu'on arrive à ce point, on reste figé dans cette position jusqu'à la transformation de solide totalement au liquide. Donc on va rester dans cette position à partir de la première goutte de liquide jusqu'à le dernier morceau de solide. Et après, lorsque la totalité se transforme en liquide, donc on va continuer à augmenter la température et le liquide augmente sa température. D'accord? Alors, si on trace ça, c'est-à-dire en utilisant la température en fonction de temps ou bien la chaleur donnée, donc ça va donner une courbe, le temps ou bien la chaleur qu'on donne à notre système. Ça va donner au départ augmentation de la température et après il y a un palier et après augmentation de la température. Ici, c'est solide augmente sa température jusqu'à ici. Ici, on parle de l'apparition de la première goutte de liquide. Ici, la disparition du dernier morceau de solide. Et après, le solide augmente sa température. Donc, à ce palier, la température est constante. Donc, la température d'un corps pur, au cours du changement d'état, elle reste constante. Par exemple, si on trouve l'eau pure mélangée avec la glace, pure bien sûr, on peut confirmer que la température c'est 0 degré C. Alors, par exemple, le point triple, voilà les coordonnées du point triple, c'est 273,16 Kelvin. Alors, s'il s'agit de l'eau, l'eau c'est une exception. Donc ça, c'est des branches d'exponentielle. Mais pour ça, c'est presque une droite proche à la verticale. Dans ce cas, la dérivée de P par rapport à T est positive, parce qu'il s'agit d'une fonction croissante. C'est le cas général. Mais dans le cas de l'eau et des autres substances, cette droite est représentée comme ça avec une pente négative, légèrement négative. Pourquoi? Parce que tout simplement, si tu prends généralement la tendance, lorsqu'on passe d'état solide, liquide, gaz, généralement le volume augmente. Sauf dans le cas de l'eau, lorsqu'on passe de solide à liquide, ça va donner diminution de volume. C'est-à-dire la glace a un volume plus grand que l'eau. Ça, c'est une exception pour l'eau et quelques substances. Alors, je passe à la question numéro 16. C'est représenter le diagramme ou bien l'isotherme d'un drôme. C'est-à-dire dans le plan P en fonction de V. Ici, on va utiliser le volume massique, c'est le volume sur la masse. Et on va représenter P en fonction de V. Mais la température va jouer le rôle d'un paramètre. Par exemple, je fais la projection de point C sur l'axe de température, ça va donner TC. Ça, c'est ce qu'on appelle le point critique. Ça signifie quoi? Au-delà de C, pas de frontière entre le liquide et le gaz. On parle d'un fluide, c'est-à-dire pas de discontinuité par passer d'une zone à une autre, pas de frontière. Si on travaille avec une température supérieure à TC, P en fonction de V sera comme ça. Pas de discontinuité sur fonction décroissante. Le cas où on cherche à passer de ce point par exemple, où la pression est élevée, le volume est petit, donc on est à l'état liquide. Donc, à l'état liquide, et on cherche à descendre, par exemple, à partir de ce point, on descend. Lorsqu'on passe au point C, on va voir qu'il y a un palier ou bien un point d'inflexion. Après, on va aller vers l'autre zone où il y a le liquide. Donc, comme il s'agit d'un palier, mais l'épaisseur égale à 0. Donc, lorsque on travaille avec T égale à TC. Si on donne à T une valeur plus précise que la température critique, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir liquide, diminution de la pression, augmentation du volume.
Au point A, pardon, il y a l'apparition de la première, la première bille de gaz. Ici, n'oubliez pas que ici, c'est un équilibre entre liquide et gaz. Ici, l'apparition de la première bulle de gaz. Et dans cette zone, il y a coexistence de la phase liquide et la phase gazeuse. C'est un mélange entre les deux. Et au point B, on parle de la dernière goutte de liquide, la disparition de la dernière goutte de liquide. Après, c'est le gaz, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des courbes isothermes entre aspects en fonction de V et on fixe la température comme paramètre. C'est-à-dire comme il s'agit, on est ici, et on va descendre lorsqu'on arrive à ce niveau. Donc on va rester fixé dans cette position jusqu'à la transformation de tout le liquide vers le gaz. Et lorsque la totalité devient gaz, on va continuer à diminuer la pression. Bien sûr, le déplacement se fait verticalement, c'est-à-dire à la température T plus petite que Tc. Alors, je passe à la machine thermique où exactement on commence par une machine monotherme. Alors, pour la machine monotherme, est-ce qu'on peut avoir un travail négatif, c'est-à-dire une machine moteur? Donc, on va voir, je prends une machine, un système ici en contact avec une seule source. Pour cela, on dit monotherme. Et il y a la possibilité de changer un travail et un transfert thermique. Et pour l'instant, je ne connais pas le signe de Q et W. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le premier principe et le second principe. Et on travaille, vous savez que les machines thermiques travaillent avec des transformations cycliques et basées sur le changement d'état. Et au le changement d'état, il y a une énergie très importante qui est mise en jeu. Alors, j'utilise delta I sur un cycle, ça va donner W plus Q égale à 0. Donc, ça va donner W égale à moins Q. C'est-à-dire si Q est négatif, l'autre est opposé. J'utilise le second principe. Et puisque notre système est en contact avec une seule source, donc delta S d'échange, c'est delta Q d'échange sur T, exactement le système en contact avec une seule source, et la température de cette source est constante. T va sortir, ça va donner Q sur TS. Donc, ça va donner Q sur TS plus S créé égale à 0. Puisque ça c'est positif, donc automatiquement ça c'est négatif. Donc Q est négatif. Donc Q négatif, donc W positif. Donc la seule possibilité qu'on veut avoir, c'est Q négatif. C'est-à-dire le système donne la chaleur à la source et reçoit le travail de l'extérieur. On ne peut pas avoir un moteur. On ne peut pas avoir W négatif. Mais nous, on a besoin d'un moteur pour se déplacer, pour tourner des robots, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il faut penser à des sources dithermes, c'est-à-dire une source en contact avec deux sources, une source froide et une source chaude. Alors, donc la première chose, on va définir la question numéro 18, le cycle de Carnot. Donc, c'est quoi le cycle de Carnot? C'est un cycle réversible décrit par une machine ditherme et constitué de isothermes, la température Tc et la température Tf, la source Tc plus grande que Tf, source chaude et source froide, et de adiabatiques. On peut représenter ce cycle dans le plan Ts. Donc, isotherme, c'est une constante AB ou BNDC. Et adiabatique réversible, bien sûr, ça va donner isentropique, c'était l'entropie constante. Et ça va donner un cycle rectangulaire qu'on peut l'orienter dans le sens récepteur ou bien dans le sens horaire, c'est-à-dire sens moteur, ça dépend de la situation. On peut représenter le cycle de Carnot aussi dans le plan PV, puis en fonction de V, ce qu'on appelle le plan de Clapeyron, et deux isothermes parallèles et deux isentropiques ou bien adiabatiques réversibles. Donc faites attention, par exemple, pour le mieux comprendre, prenez par exemple le cas d'un gaz parfait, P
égale à une constante sur V si il s'agit de isotherme. S'il s'agit de adiabatique, c'est P égale à une autre constante, monsieur, sur V à la puissance gamma. Gamma, elle est supérieure à 1, donc qui va tendre vers 0 rapidement, est-ce que 1 sur V ou 1 sur V à la puissance gamma, avec gamma, c'est 1,4, etc. Ça dépend de gaz isco-mono-diatomique. Donc on est ici, qui va tendre vers 0, c'est lentement, c'est isotherme. Ça c'est isotherme, T constante. Ou ça c'est adiabatique réversible, c'est-à-dire qui est égal à A0. Pour cela, on a vu ici que isotherme tend lentement vers le zéro. Par contre, adiabatique réversible, c'est-à-dire isentropique, tend rapidement vers le zéro. Alors, donc c'est quoi la différence entre un moteur, une machine frigorifique et une pompe à chaleur? Donc je commence par le moteur. C'est quoi un moteur? Un moteur, c'est un système en contact avec deux sources. Une source chaude et une source froide. Qu'est-ce qu'il va faire le moteur? Donc au sein de la chambre de combustion, il va faire une combustion, il va prendre la chaleur à partir de la source chaude. Et il va fournir un travail vers l'extérieur. C'est le rôle d'un moteur. Et il va libérer une chaleur QF vers l'extérieur pour avoir un refroidissement. Donc, le moteur prend la chaleur de la source chaude, fournit un travail et libère bien sûr une quantité de la chaleur vers la source froide. Donc l'objectif ici, c'est de fournir un travail, une rotation, un déplacement. Alors, pour la machine frigorifique et la pompe à chaleur, les deux ont le même schéma. Le travail est positif. C'est quoi le travail? Par exemple, pour un climatiseur, un congélateur, en pompe à chaleur, c'est la prise, c'est l'électricité, c'est un travail électrique. Donc le système reçoit un travail, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la chaleur à partir de la source froide et il va la libérer dans la source chaude. C'est-à-dire la transformation qui a une grande importance, c'est pas de transformer la chaleur de la source chaude vers la source froide. Ça c'est spontané, c'est gratuit. Nous on cherche de faire le sens inverse qui a une grande importance. De prendre la chaleur à partir de la source froide et la déplacer vers la source chaude. C'est ça qui a une importance dans les machines thermiques. Et c'est quoi la différence? C'est le même schéma pour la machine frigorifique et le pompe à chaleur, mais c'est quoi finalement la différence entre les deux? La différence entre les deux, ça dépend de l'utilisation. Est-ce que l'utilisateur se trouve dans la source chaude? Dans ce cas, il s'agit d'une pompe à chaleur. Est-ce que l'utilisateur s'intéresse à la source froide? Dans ce cas, on parle d'une machine frigorifique, c'est-à-dire ici climatiseur pendant l'hiver, ici un climatiseur pendant l'été, ou bien un congélateur, ou bien un réfrigérateur. Alors, je passe à la dernière question dans ce résumé. C'est quoi la différence entre le rendement et l'efficacité? Alors, le rendement, c'est toujours, pour un moteur, ou bien le rendement en général, c'est quelque chose qui appartient à l'intervalle 0 à 1. On ne peut pas avoir un rendement plus grand que 1. D'accord? C'est-à-dire, il y a une partie de l'énergie, ou bien, pour un moteur, c'est quoi l'énergie utile? C'est le travail. Et on ajoute un signe moins pour avoir une quantité positive. Qu'est-ce qu'on dépense? C'est le carburant, ou bien c'est l'énergie nécessaire pour la combustion, c'est QC. QC il est positif, donc ça sert à rien de faire assez moins. Et le rendement, on peut montrer que les dépend de F QC avec cette relation. On peut utiliser ce second principe, on peut avoir une valeur maximale qui dépend seulement de TF et TC. C'est ce qu'on appelle le théorème de Carnot qui dit que le rendement maximal d'un moteur réversible dépend seulement de la température de la source froide et de la source chaude. Mais toujours le rendement, la pratique, on trouve 0,5, 0,4, ça dépend de 0,6. Donc il ne faut pas imaginer un rendement qui s'approche de 1. Alors,
Pour l'efficacité, c'est totalement différente de rendement parce que on peut avoir une efficacité qui dépasse 1. Il y a la possibilité d'avoir une efficacité qui dépasse 1. Alors, par exemple, je prends par exemple la machine frigorifique. Pour la machine frigorifique, c'est quoi l'énergie utile? C'est l'énergie qu'on va extraire des fruits, des légumes, par exemple, dans le cas d'un réfrigérateur. Donc, c'est QF. QF, elle est positive. Et qu'est-ce qu'on consomme? C'est quoi les dépenses pour nous? C'est le travail électrique, c'est l'électricité. Alors, on peut montrer que ça en utilisant W égale à moins QC moins QF, c'est-à-dire c'est W égale à moins QC moins QF. Ça permet d'avoir cette relation. Et on peut utiliser ce second principe, c'est-à-dire QC sur TC plus QF sur TF plus S crié est égal à 0, parce que delta S c'est 0. Et puisque ça c'est positif, donc automatiquement ça c'est négatif. On peut utiliser cette inégalité et on peut montrer que l'efficacité est égale à 1 sur TC sur TF moins 1. Voilà, si on fait une application numérique, on peut avoir une efficacité qui a avoir 10, 20, 15 théoriquement, mais dans la pratique, on arrive à une efficacité qui peut aller dans la pratique, dans les appareils utilisés dans la vie quotidienne, arrive à 3, 4, ça dépend du prix, ça dépend de la marque, etc. Donc voilà pourquoi l'efficacité dépasse 1, parce que c'est pas une conversion directe. C'est-à-dire, c'est pas une conversion d'énergie d'une forme à une autre pour avoir quelque chose qui se trouve entre 0 et 1. Alors, pour mieux comprendre, je prends par exemple un chauffage électrique. Chauffage électrique, l'énergie électrique se transforme en énergie thermique. C'est-à-dire le maximum, c'est le chauffe-eau c'est le chauffage électrique et de bonne qualité, etc. On peut avoir quelque chose qui s'approche à 1. Donc généralement, le rendement c'est inférieur à 1. Parce que ce qui c'est, le maximum, on va transformer cette énergie de cette forme à une autre forme. Donc ça c'est le maximum, le rendement égal à 1. Mais par contre, si on prend un climatiseur bien pompe à chaleur, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on cherche à fixer la température, par exemple, à l'extérieur, la température 6 degrés. Et on cherche à fixer dans une chambre, par exemple, la température 25. Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas une conversion directement de travail électrique vers énergie. Non. Donc l'énergie se trouve dans la nature. C'est gratuit. On va la prendre de la source froide, de l'atmosphère. Et on va la déplacer vers la chambre pour la chauffer. Et non, ce n'est pas une conversion directe pour avoir quelque chose contre 0,1. Non, on paie seulement les frais de transport de cette chaleur. Parce que la chaleur ou bien l'énergie se trouve, même s'il s'agit d'un corps froid, de l'atmosphère à 6 degrés, il y a de la chaleur qu'on peut la déplacer vers la chambre pour la chauffer. Et c'est quoi le coût? C'est un travail. Le travail, c'est pas une conversion directement, c'est les frais de déplacement de cette énergie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et bon courage.